Je vous remercie énormément d'être ici, être venu m'écouter aujourd'hui. C'est pas toujours facile d'avoir un Zoom de plus dans sa journée, surtout pas sur l'heure du midi. Alors, je suis très reconnaissante en fait qu'il y ait autant de monde à ma présentation. Donc, il va y avoir deux moments. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'est la médicalisation, parce qu'il faut bien comprendre le terme. Et ensuite de ça, je vais vous parler de la médicalisation qui est associée au comportement d'hyperactivité, d'inattention et d'impulsivité. Puis, pour faire ça, je vais vous parler plus précisément d'un projet de recherche que je mène depuis 2017. Alors, on commence. Donc, qu'est-ce que c'est la médicalisation? La médicalisation, il faut faire attention, ce n'est pas la même chose que la médication. Donc, médicalisation, médication, c'est deux choses différentes. La médicalisation, c'est un processus qui est collectif dans lequel une situation, un comportement ou une réaction de la vie quotidienne est pris en charge par la sphère médicale. C'est-à-dire que cette situation-là peut être définie, décrite, expliquée à l'aide d'une perspective médicale ou traitée par des moyens médicaux. On voit ici, j'ai mis plusieurs images. Là. Donc, la médicalisation, ça peut être de parler, par exemple, du TDAH comme étant une étiquette qu'on met à une personne. Ça pourrait être de réfléchir, en fait, au comportement d'hyperactivité, d'inattention, d'impulsivité comme étant un problème neurologique ou comme étant un problème génétique. Ça peut nous amener à consulter un médecin ou aussi à prendre des médicaments. Quand on dit que c'est un processus collectif, ça veut dire que tout le monde y contribue. Pas seulement les médecins, pas seulement les professionnels de la santé, mais vraiment tout le monde, vous et moi, les médias, les enseignants, bref, c'est les parents aussi, tout le monde y contribue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médicalisation, ça commence bien avant qu'on entre dans le bureau du médecin pour aller chercher un diagnostic ou pour avoir une prescription de médicaments. Ça commence donc bien avant. Comme je l'ai dit tantôt, c'est en réfléchissant à des phénomènes à l'aide d'idées ou de concepts médicaux qu'on commence la médicalisation. Dans le cas du TDAH, je vous dirais que c'est rendu un adjectif. Hein, le nombre de personnes qui oublient leurs clés, oublient leur portefeuille, puis qui vont dire « Ah, je suis donc bien TDAH ». Mais ça, c'est comme un début de médicalisation. En fait, ça rentre dans la médicalisation parce que c'est un comportement qui est fréquent, qui est normal de faire des oublis. Puis, tout de suite, bien, on vient l'associer, disons, à un problème médical. Donc, la médicalisation, on médicalise tout dans nos vies actuelles. De la naissance à la mort, tous les aspects de nos vies sont médicalisés. Que ce soit la grossesse et la naissance, la tristesse, l'échec scolaire, les difficultés scolaires qui sont de plus en plus. Il y a même des chercheurs qui parlent de la médicalisation de la société, de la vie quotidienne, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus effectué, disons. Ce processus-là est de plus en plus présent dans nos vies, surtout chez les enfants, parce que l'enfance, c'est une des périodes de la vie qui est la plus médicalisée. Pour plusieurs raisons, on médicalise les comportements des enfants, leurs attitudes, etc. Dans le cas des enfants, la médicalisation s'effectue souvent par le regard des adultes sur les comportements, les attitudes, les réactions des enfants. Puis ce regard-là, en fait, il est chargé des normes qui sont en vigueur, donc de ce qui est attendu, de ce qui est permis, de ce qu'on tolère, de ce qu'on ne tolère pas. Puis c'est ce regard-là qui va venir dire « il y a quelque chose de pas normal, en fait, dans ce comportement-là ». Puis tout de suite, on se met à penser en termes médicaux. Donc, en fait, en termes de problèmes médicaux. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la médicalisation qui est associée au diagnostic de TDAH, mais on pourrait parler aussi de la médicalisation des comportements d'opposition chez les enfants, du stress aussi, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les enfants, puis dans l'enfance, l'école, c'est une des institutions, là, en plus de la famille, l'école, c'est une des institutions qui facilite
cette médicalisation-là, pour plusieurs aspects, entre autres, pour plusieurs raisons, entre autres parce que tous les enfants fréquentent l'école. Puis, l'école a aussi un rôle à jouer, disons, dans le dépistage des enfants, dans leur bien-être. Ils veulent s'assurer, bref, que les enfants se développent bien. Puis, il y a comme des liens aussi entre la santé publique et l'école en lien avec ça, avec le bien-être des enfants. Donc, avant de vous parler de mon projet de recherche, je vais vous parler un petit peu plus des conséquences que ça amène de médicaliser. Parce qu'on sait qu'il y a des conséquences autant pour l'enfant lui-même que pour l'école, que pour la société. Donc, au niveau des enfants, quand on utilise le processus de médicalisation, ce qui se passe, c'est que souvent, on met l'accent sur les déficits plutôt que de mettre l'accent sur les forces de l'enfant. Donc, on va penser à son agitation au lieu de penser au fait qu'il est dynamique. Aussi, l'identité de la personne peut correspondre à son étiquette médicale. On va essentialiser la personne à son trouble. Ça peut aussi ouvrir la porte à une stigmatisation. Ça peut mettre de côté le vrai problème et donc proposer des solutions qui sont inappropriées. Ça peut aussi mener à une consommation de médicaments qui n'est pas nécessaire ou ça peut cacher aussi des problèmes de conditions de vie ou des problèmes sociaux, comme par exemple la pauvreté. Il y a aussi des conséquences pour l'école, surtout là, quand on parle de médicalisation des comportements d'hyperactivité, d'inattention et d'impulsivité qui sont vraiment identifiés par l'école la plupart du temps, puis je vais vous en reparler tout à l'heure. Mais pour l'école, ce qu'on voit, c'est que l'école est dépossédée de plus en plus de son rôle d'experte des difficultés scolaires, puis c'est comme si le médical prenait la place du pédagogique. Donc, on va penser que le médical est beaucoup mieux outillé ou est un meilleur outil pour régler les problèmes que le matériel pédagogique, disons. Puis, au niveau de la société, une des conséquences majeures qu'il y a de la médicalisation, c'est l'individualisation des problèmes sociaux. C'est-à-dire, au lieu de regarder le problème comme étant un problème social qui émane de la société, puis pour lequel on doit poser des actions, disons, structurelles, bien, à la place, on va trouver des solutions individuelles aux problèmes. La médicalisation peut aussi amener un surdiagnostic et une surmédication. Ça a été documenté dans la littérature. Et à cause qu'il y a trop de diagnostics et trop de médication aussi, bien, ça amène des coûts élevés pour le système de santé, notamment au niveau des consultations médicales. Ça amène un engorgement dans les services, des coûts élevés aussi en ce qui concerne le remboursement des médicaments. Donc, dans le cas du TDAH, on en parle beaucoup ces temps-ci. Je vous dirais qu'on est de plus en plus conscient dans la société actuelle que le phénomène du TDAH a pris une ampleur alarmante, disons. Puis ça, on le constate, entre autres, parce que les médias en parlent énormément. Mais aussi, il y a 2 ans, il y a un groupe de pédiatres qui a sonné l'alarme en disant qu'il y a trop d'enfants québécois qui consommaient des médicaments pour le TDAH. Puis, que la situation était rendue donc alarmante, il fallait s'y attarder, il fallait se pencher sur le problème pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait et aussi trouver des solutions. Donc, le cri du cœur des pédiatres qui a eu lieu à l'hiver 2019, c'est pas nouveau, dans le sens que dès 2015, là, le Collège des médecins avait déjà sonné l'alerte en ce qui concerne le TDAH. Puis, par contre, le cri du cœur des pédiatres, ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis de tenir une commission parlementaire sur la question de la consommation des médicaments pour le TDAH chez les enfants québécois. Puis ça, c'était à l'automne 2019. Donc, mes travaux de recherche, moi, ils avaient commencé bien avant ça, mais je suis quand même, dans le sens que je ne suis pas surprise là, de voir ce qui arrive. Puis, en même temps, ça ajoute une belle, tu sais, ça vient asseoir d'autant plus la pertinence, disons, sociale de mon projet. Donc, pourquoi les médecins ont réagi à ce point-là? Je vous montre des chiffres avant d'aller plus loin.
D'abord, ce qu'on constate, c'est que la prévalence du diagnostic de TDAH chez les jeunes Québécois a augmenté. Okay? Si on regarde entre 2000 et 2015, cette prévalence-là est passée de 2 en 2000 à 11,3 en 2015. Donc, c'est quand même une augmentation qui est importante. Par contre, cette augmentation-là, elle est observée dans presque tous les pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe, ici et bien sûr ici au Canada. Ce qui a fait bondir davantage, je vous dirais, c'est des chiffres qui ont été rapportés par les jeunes eux-mêmes dans le cadre de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Puis cette enquête-là, on peut comparer donc deux moments de mesure. Il y avait en 2010, il y avait 14 des jeunes qui avaient rapporté avoir eu un diagnostic de TDAH, alors qu'en 2016, on était rendu à 23 Puis même dans certaines régions, ma région, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette proportion-là montait à 29 Donc, c'est presque un jeune sur 3, un jeune adolescent sur 3 qui rapportait avoir reçu un diagnostic de TDAH. C'est énorme. Puis, c'est vraiment énorme, en fait. Puis, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités dans la distribution du TDAH. D'abord, ici, avec le graphique, on constate que les garçons ont une prévalence beaucoup plus élevée que celle des filles. Les garçons, c'est la ligne bleue, alors que les filles, c'est la ligne orange. Par contre, l'augmentation des filles, elle est beaucoup plus, disons, rapide. L'écart entre les garçons et les filles se rétrécit au fil des années. Il y a d'autres résultats aussi qui font bondir, puis c'est par rapport aux disparités spatiales. Donc, au Québec, entre nos différentes régions, il y a d'énormes différences dans les prévalences. Ici, je vous ai mis la prévalence annuelle de la consommation de médicaments spécifiques au TDAH. C'est exactement le même phénomène qu'on constate pour le diagnostic. Okay? Donc, on voit par exemple que donc, entre 2006 et 2014, la prévalence donc, de la consommation de médicaments est passée d'environ 3 à 6 Donc, elle a doublé en 7 ans. Puis, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a vraiment des différences entre Montréal et le restant des régions au Québec. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous voyez qu'en 2014, il y avait presque 12 des jeunes qui consommaient des médicaments pour le TDAH. Je vous dirais que c'est tous ces chiffres-là qui ont fait bondir les médecins, qui ont mené aussi à la commission parlementaire sur le TDAH. Puis, il y a eu aussi d'autres chiffres qui sont sortis qui démontraient qu'au Québec, il y a 3 fois plus de jeunes que dans le restant du Canada qui consomment des médicaments pour le TDAH. Donc, il y a vraiment eu un genre pas de momentum, mais de prise de conscience, disons qu'il se passe quelque chose avec le phénomène du TDAH. Ça ne se peut pas qu'il y ait autant de jeunes qui aient réellement besoin de ce diagnostic-là. Ça ne se peut pas qu'il y ait autant de jeunes qui consomment des médicaments. Donc, il faut quand même essayer d'aller chercher qu'est-ce qui se passe, puis essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut expliquer la situation. Donc, c'est là où arrive mon projet de recherche. Puis, comme je vous l'ai dit, mon projet de recherche, en fait, a commencé en 2017. J'ai commencé ma collecte de données à peu près en 2017-2018, donc avant cette sortie-là. Mais ça tombe bien parce que maintenant, je peux fournir quelques pistes de réflexion, quelques résultats, puis c'est ce que je vais faire là, pour tout de suite. Donc, mon projet de recherche s'appelait « Troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et consommation de psychostimulants, le rôle de l'environnement scolaire dans l'identification des élèves ». Ce projet-là, en fait, c'est un projet comparatif aussi. Donc, j'ai fait une collecte de données au Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai fait aussi une collecte de données en Belgique flamande. J'ai décidé de choisir la Belgique flamande, entre autres parce qu'on sait qu'en Europe, il y a beaucoup moins de cas de TDAH qu'il y en a en Amérique du Nord.
Puis, il y avait aussi tout un aspect d'environnement scolaire dont je voulais parler. Puis, les écoles sont très, très autonomes aussi en Belgique flamande. Donc, c'est une grande différence qu'il y a avec le Québec où les écoles, disons, sont plus centralisées. Donc, c'est une belle raison aussi d'aller investiguer davantage comment est-ce que ça se passait, en fait, l'identification des enfants sous la catégorie TDAH en Flandre. Donc, avant d'aller plus loin aussi, je vais vous parler pourquoi je parle de la médicalisation qui est associée donc au TDAH. Donc, quand je parle de la médicalisation, je parle des comportements d'hyperactivité, d'inattention et d'impulsivité qui sont vraiment au cœur du diagnostic là, de TDAH. Puis ces comportements-là sont fréquents, sont communs chez tous les enfants. Donc, tous les enfants vont présenter de l'hyperactivité, de l'impulsivité et de l'inattention. Par contre, c'est vraiment la fréquence de ces comportements-là, puis leur intensité qui va varier d'un enfant à l'autre. Par contre, comment savoir si on est vraiment en face d'un trouble, donc d'un vrai diagnostic psychiatrique, ou si l'enfant présente des traits, est-ce que c'est ses traits de personnalité, est-ce qu'il est comme ça, ou est-ce que c'est des symptômes, mais de quelque chose d'autre que le TDAH? Est-ce que c'est un symptôme, une réaction au divorce de ses parents, ou est-ce que c'est un problème, par exemple, de dyslexie qui se manifeste par des comportements associés au TDAH dans le contexte scolaire? Donc, ça reste très difficile de diagnostiquer le TDAH. Mon propos, ce n'est pas du tout de dire que ça n'existe pas, là, le TDAH. Je n'ai aucun problème à dire qu'il y a des enfants qui, sans doute, ont réellement ce diagnostic-là. Par contre, avec les taux de prévalence que je vous ai montrés tout à l'heure, on a des indices qui nous laissent penser qu'on est devant un surdiagnostic et une surconsommation de médicaments pour le TDAH. Un des meilleurs indices, je pense, de la médicalisation de ces comportements-là, c'est toutes les inégalités sociales qui sont associées, en fait, toutes les inégalités sociales qui sont associées au diagnostic. Donc, on a vu tantôt qu'il y avait une différence, par exemple, entre les garçons et les filles. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de disparités spatiales. Tu sais, comment expliquer, en fait, qu'au sein même du Québec, où on a le même système de santé, on a le même système d'éducation, qu'il y a des différences si grandes, disons, entre Montréal et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis même, il y a des disparités spatiales à l'intérieur même des régions. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, disons, entre la baie et Jonquière, qui sont situées à peu près 25 minutes en voiture. Bien, ça peut aller là, du simple au double, là, les taux de TDAH. Donc ça, je vous dirais que c'est vraiment des indices qu'on a un peu qui nous laissent penser qu'on est face à à une médicalisation qui sont associées au comportement d'hyperactivité, d'impulsivité et d'inattention chez les enfants. Voilà. Donc, rapidement, c'est ma seule diapo de méthodologie. Si vous voulez en savoir plus, vous m'écrirez. Donc, j'ai fait une étude mixte qu'on dit. Donc, j'ai collecté des données par questionnaire, puis j'ai aussi fait des entretiens qualitatifs. Il y a 35 écoles primaires qui ont participé à mon projet, 17 au Québec et 18 en Flandre. Il y a près de 200 enseignants qui ont participé, un petit peu plus au Québec, donc 130 au Québec et 61 en Flandre. Et j'ai un total de 2600 élèves qui ont participé à mon projet de recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Flandre, on s'est limité de la première à la troisième année. C'était pour des raisons là, logistiques, financières et tout. Puis, ce qu'on sait aussi par la littérature, c'est que l'identification TDAH se fait généralement plus tôt dans la scolarité que plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on a privilégié les premières à troisième année en Flandre, mais au Québec, c'était vraiment de maternelle à sixième année. Ensuite de ça, j'ai fait des entretiens. Au Québec, j'ai fait des entretiens avec 28 acteurs scolaires, là, que ce soit des enseignants, il y avait aussi quelques psychologues et il y avait quelques directions d'école. Puis, j'ai aussi interviewé des professionnels de la santé dans le cadre d'un volet secondaire. Donc, voilà. Là, en tout cas, vous m'écrirez des questions s'il y a des éléments pas clairs. Donc,
je vais y aller avec mes résultats. Je commence. Je vais vous parler d'abord de qui est davantage à risque d'être identifié TDAH parce que je vous ai dit qu'il y avait quand même des inégalités sociales là, dans qui, en fait, vit cette médicalisation-là. Donc, ce qu'on constate d'abord, c'est les différences entre le Québec et la Belgique qui sont, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des différences, mais pas de cette ampleur-là. Donc, dans notre échantillon, ça c'est seulement dans notre échantillon d'élèves de première à troisième année du primaire, ce qu'on constate, c'est qu'on a demandé aux parents de rapporter si l'enfant avait reçu un diagnostic de TDAH et s'il consommait des médicaments. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'au Québec, il y a presque 18 des élèves, ici, là, il y a presque 18 des élèves qui ont reçu un diagnostic officiel de TDAH, alors qu'en Flandre, c'est 2,5. Et presque tous les jeunes du Québec qui ont reçu un diagnostic de TDAH consomment des médicaments aussi pour le TDAH. Et en Flandre, c'est à peu près 50 %. J'avais une autre question. Je demandais aux enseignants, pour chacun des élèves dans leur classe, je demandais à l'enseignant de nous dire si l'enseignant, savait qui avait reçu un diagnostic de TDAH dans sa classe, mais mis à part ceux qui pensaient qu'ils avaient reçu un diagnostic, est-ce qu'il y avait d'autres élèves qu'ils suspectaient comme TDAH? Et là, dans notre échantillon, on est arrivé à 21,5 %. Donc, ça veut dire que les enseignants suspectent 21,5 % d'enfants, en plus de ceux qui ont un diagnostic officiel. Alors qu'en Flandre, on constate quand même que les enseignants en identifient beaucoup. Ils en identifient 5,2 %. Par contre, cette différence-là, elle est majeure. Là. La différence de suspicion, disons, entre les enseignants québécois et les enseignants belges, c'est immense. Puis au niveau des parents, on constate que ce n'est pas juste un problème associé à l'école, parce que les parents québécois sont aussi plus prompts à suspecter le TDAH chez leur enfant comparativement aux parents belges. Donc, on a une différence de 14,5 % par rapport à 3,3 %. Donc, ces résultats-là sont quand même très intéressants. On est en train, à l'heure actuelle, de se questionner, ma collègue et moi, à savoir, mais comment est-ce qu'on explique ça? Puis je vais revenir un petit peu plus tard tout à l'heure avec des pistes d'explication. Si on continue avec ma question, qui est davantage à risque d'être identifié TDAH? On constate que les garçons, puis ça, on n'est aucunement surpris, les garçons ont jusqu'à 2 fois plus de risque, disons, d'être identifiés que les filles. Les jeunes qui viennent de milieux défavorisés aussi ont beaucoup plus de risques de recevoir un diagnostic de TDAH ou de consommer des médicaments ou d'être suspectés avec un TDAH. Même chose pour ceux qui vivent des difficultés scolaires. Donc, dans ce cas-là, on parle de la médicalisation, disons, des difficultés scolaires qui passent par un diagnostic de TDAH. Il y a aussi toute une situation avec les bébés de classe. Donc, c'était connu, mais j'ai quand même regardé la situation au Québec. Là. Je pense que ça n'avait pas été, en tout cas, ça n'avait pas été fait avant. Puis, ce qu'on constate vraiment, c'est qu'au Québec, les enfants qui sont nés entre juillet et septembre, donc les plus jeunes de la classe par rapport à ceux qui sont nés entre octobre et novembre, décembre, donc les bébés de classe ont beaucoup plus de risques d'avoir un diagnostic de TDAH, d'être suspectés par les enseignants et de consommer des médicaments. Et finalement, on s'est rendu compte aussi que les élèves qui avaient un haut potentiel cognitif perçu par les enseignants, s'ils présentaient des comportements d'hyperactivité, d'inattention, ils étaient plus perçus, ils étaient plus suspectés par les enseignants comme étant TDAH. Voilà. Donc, donc, voilà. Donc, vous constatez quand même qu'il y a beaucoup d'inégalités dans les risques, disons, d'être suspecté de TDAH et d'avoir un diagnostic de TDAH aussi. Puis, dans le sens que ces chiffres-là, on les savait, là, la littérature scientifique, ça fait vraiment longtemps quand même qu'elle parle de ces disparités-là, de ces inégalités-là, puis ils ne s'estompent pas. T'sais, malgré qu'on connaît la situation, ça ne s'estompe pas. Puis, moi, ce qui m'intéressait particulièrement avec mon projet de recherche, c'était d'essayer de comprendre, mais comment est-ce que les enseignants participent concrètement au processus de médicalisation? Parce que c'est un processus, là, c'est pas on médicalise ou on ne médicalise pas. On peut médicaliser un petit peu, on peut faire quelques actions en lien avec la médicalisation.
où on peut avoir la totale, là, puis se rendre jusqu'à la consommation, disons, de médicaments. Donc, je me suis demandé, c'est quoi les actions des enseignants dans le processus de médicalisation? Puis, je me suis rendu compte, en fait, qu'elles faisaient plusieurs actions qui se distribuaient donc de part et d'autre de l'évaluation diagnostique. Donc, elles faisaient des choses. Elles faisaient des actions avant le diagnostic. Elles faisaient des choses pendant l'évaluation diagnostique. Et une fois que l'élève avait reçu le diagnostic, il se passait encore des choses. Donc, avant le diagnostic, c'est sûr que ce qu'on se rend compte, c'est que les enseignants, surtout celles qui travaillent au préscolaire et début du primaire, elles sont comme formatées dans un certain sens à identifier les problèmes. Donc, elles vont un peu, pas chercher les problèmes, mais elles vont les identifier. Elles vont donc identifier les comportements qui posent problème. Ils vont consigner des notes. Elles vont vraiment garder des traces de leurs suspicions. Elles vont souvent faire un parallèle avec le TDAH parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au Québec, du moins, presque tous les enseignants ont une expérience soit professionnelle avec le TDAH ou de plus en plus personnelle aussi. Soit qu'elles-mêmes ont reçu le diagnostic, soit que leur enfant, leur sœur, leur neveu ont reçu le diagnostic. Donc, les enseignants sont de plus en plus au courant aussi de ce qu'est le TDAH. Donc, très souvent ou très facilement, sont capables de faire un parallèle entre les symptômes ou les problèmes qu'ils identifient dans leur classe et le TDAH. Donc, on rentre dans la médicalisation parce qu'on s'explique certains comportements avec des catégories médicales. Donc, les enseignantes vont aussi suspecter le TDAH. Ils vont même aller partager ces suspicions-là aux parents, aux psychologues, à la direction de l'école. Bref, ils vont aller partager leurs suspicions. Puis, ils expliquent aussi souvent les comportements qu'ils voient par l'hérédité, par des problèmes neurologiques. Puis, ils vont aussi référer les jeunes au service psychoscolaire. Par exemple, ils vont dire à la psychologue, j'aimerais ça que tu viennes voir tel enfant, je pense qu'il y a un TDAH, ou j'aimerais ça, ou ils vont dire aux parents, vous devriez aller consulter un médecin pour faire une évaluation, disons, pour le TDAH. Donc, durant l'évaluation des diagnostics, bien sûr, elle participe à cette évaluation-là parce que pour avoir un diagnostic de TDAH, il faut que les comportements qu'on observe soient créer une gêne fonctionnelle et soient présents dans au moins 2 milieux. Ces milieux-là, c'est souvent l'école et la maison. Donc, les enseignants vont remplir des questionnaires, par exemple le test de Conners ou le SNAP. Donc, ils vont cocher là, les comportements, la fréquence, la présence des comportements et tout. Ce qui se passe aussi, les enseignants sont souvent convaincus du diagnostic avant l'évaluation. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déjà adapter leur pratique pédagogique à l'enfant comme s'il avait un TDAH. Okay? Donc, ils vont changer un petit peu leur pratique pédagogique en ce sens-là, ou ils vont même se dire, bien, on le sait, cet enfant-là, je ne peux pas lui en demander autant parce qu'il a un TDAH. Finalement, après le diagnostic, parce que vous savez qu'au Québec, il y a à peu près 90% des jeunes qui reçoivent un diagnostic de TDAH qui consomment aussi des médicaments. Donc, dans le contexte scolaire, le rôle des enseignants est beaucoup lié en fait à la médication. Une fois que le diagnostic a été posé, ce qu'on constate, c'est que les enseignants suggèrent de débuter une médication si il n'y a pas eu, disons, si l'enfant a reçu le diagnostic mais qu'il n'y a pas de médication, les enseignants peuvent suggérer de commencer une médication. Ils peuvent aussi suggérer de l'arrêter. Ça arrive quand ils voient, par exemple, qu'il n'y a pas d'amélioration des comportements de l'enfant avec la médication ou quand ils commentent sur la dose aussi, ils peuvent dire aux parents, je trouve que la médication elle est trop forte, votre enfant a l'air drogué ou au contraire, la médication n'est pas assez forte, puis on constate qu'il n'y a pas d'amélioration en fait des comportements. Donc, l'enseignant va vraiment venir commenter sur la dose aux parents. Ça leur arrive aussi, les enseignants, de constater qu'il y a des enfants qui ont oublié de prendre leurs médicaments. Donc, ils peuvent aller voir l'enfant le matin puis dire « Je pense qu'il est oublié de prendre ta pilule », puis l'enfant va effectivement dire oui. Donc, dans ce cas-là, ils appellent les parents,
Puis, il y a des parents qui ont laissé des médicaments, donc du Ritalin ou autre, à l'école et avec l'autorisation des parents, bien, le médecin va donner, pas le médecin, l'enseignant va donner un médicament oublié à l'enfant. Donc, j'étais quand même surprise d'avoir tout le spectre d'actions, puis toutes les actions, en fait, auxquelles participent les enseignants dans le processus. Puis, tu sais, quand on regarde ça, ou du moins quand on parle de médicalisation, il y a souvent une aura qui est négative d'associer à la médicalisation, entre autres à cause de toutes les conséquences que je vous ai présentées tout à l'heure. Mais c'est aussi parce que quand on parle de médicalisation, on parle beaucoup de contrôle social médical. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de contrôler à l'aide de moyens uniquement, disons, sociaux, pédagogiques, bien là, on vient utiliser des médicaments, des diagnostics pour contrôler les jeunes. Donc, ça, je dirais que c'est principalement vu comme étant, bon, négatif. Puis, souvent, quand on pense aux enseignants qui participent à la médicalisation, on se dit, tu sais, il y a quand même beaucoup de préjugés, puis on peut se dire, bien, on le sait bien, les enseignants, ils veulent, ils veulent gérer leur classe, ils veulent que ça soit simple, ils savent que la pilule existe, que le médicament pour le TDAH va venir, calmer les enfants, va venir les apaiser. Donc, la consommation de médicaments, on voit ça comme un moyen de contrôle social médical qui est appliqué à l'école. Puis, on se dit que l'enseignant, rapidement, bien, va penser à ces moyens-là au lieu d'utiliser ces moyens pédagogiques, disons, dont elle dispose. Je vous dirais qu'effectivement, là, on ne peut pas nier le fait que le contrôle social médical existe à l'école et que les enseignants y recourent. Par contre, il faut nuancer grandement la situation parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis là, je l'ai mis en premier, mais j'ai deux autres raisons pour lesquelles les enseignantes jouent un rôle. Puis ces deux autres raisons-là sont principales, sont plus importantes, en tout cas dans leur perception. Puis je les crois aussi, là, donc, sont plus importantes que ce contrôle social médical-là. Vite, ce qu'on constate, c'est que les enseignantes, là, il y a des comportements qu'elles savent très bien gérer, elles se sentent compétentes dans leur gestion de classe, sauf quand il y a vraiment des trucs trop intenses, comme des crises à répétition. Ils vont dire que ce n'est pas de leur ressort, c'est du ressort de la psychologue, c'est du ressort de la médecine, de la psychiatrie. Donc, elles vont se tourner justement vers la médicalisation pour garder l'harmonie en classe, pour favoriser un climat éducatif centré autour des apprentissages, parce qu'elles constatent que, disons, l'élève très agité vient nuire là, à ce qu'elle essaie d'instaurer. Donc, je vous ai dit que les enseignants jouent un rôle d'abord et avant tout là, parce qu'elles aiment les enfants. Elles veulent l'aider. Elles ont son bien-être à cœur, elles ont leur réussite et leur inclusion sociale à cœur. Donc, c'est ce que j'appelle plus les raisons liées à la bienveillance, on dirait au care en anglais. Elles veulent protéger l'enfant de lui-même parce que souvent, ce qu'elles constatent, c'est que les enfants, disons, très agités ou dans la lune ou autre, ils ne sont pas fiers d'eux, entre autres parce qu'ils ont souvent des mauvais résultats scolaires ou ils ont une trop faible estime d'eux-mêmes. Donc, ils pensent qu'en allant vers la médicalisation, ça va pouvoir aider l'enfant et ça va aussi pouvoir le protéger des autres. Parce qu'avoir des comportements, disons, d'agitation extrême, des comportements, disons, inappropriés en classe, mais ça peut faire en sorte que les autres rient aussi de l'enfant. Donc, ils veulent protéger l'enfant des autres. Donc, une des raisons pour lesquelles elles pensent TDAH et elles pensent médication, c'est pour aider l'enfant à avoir des amis, à ne pas être en retard dans ses matières scolaires et tout. Donc, ça, c'est vraiment au cœur, là, c'est revenu tout le temps, puis je les crois, là, tu sais, je suis convaincue que les enseignants aiment les enfants, puis qu'ils pensent bien faire, en fait, quand ils se tournent vers des moyens de contrôle social médical. La troisième raison, c'est vraiment parce qu'elles se sentent responsables. Donc, il y a vraiment, en anglais, le mot « accountability » est là, puis elles se sentent responsables envers l'enfant, envers les autres enfants dans la classe, envers les parents,
envers les professionnels et envers le système scolaire en général. Donc, envers l'enfant, entre autres, parce elles aiment l'enfant, elles veulent qu'il atteigne son plein potentiel. Envers les autres enfants de la classe, parce qu'elles veulent qu'ils puissent apprendre, mais elles veulent aussi pouvoir leur donner de l'attention. Alors, s'il y a un élève, disons, qui dérange plus que les autres, bien, les autres ont moins d'attention un petit peu à ce niveau-là. Envers les parents, elles se sentent très redevables aux parents de faire réussir les enfants. Donc, dès que les enfants ont des difficultés scolaires, souvent, elles vont essayer d'expliquer ce qui se passe, non pas en regardant, disons, leurs pratiques pédagogiques ou des choses qui peuvent émaner de l'école ou du milieu scolaire eux-mêmes, mais ils vont regarder ce qui émane, disons, de l'enfant, puis ils vont penser problème médical. Redevables aussi, se sentent redevables aussi envers les professionnels parce qu'elles m'ont dit souvent, je suis les yeux de la psychologue. Donc, leur rôle de dépistage, puis leur rôle d'intervention ou de dépistage précoce, elles l'ont vraiment incorporé, puis elles le font énormément, surtout pour les enseignantes qui sont au début là, du primaire et au préscolaire. Et finalement, bien, envers le système scolaire en général, elles veulent que les enfants réussissent dans les temps, elles veulent que la scolarité puisse se dérouler normalement, elles veulent que l'école aussi soit bien représentée, puis que les enfants réussissent bien et tout. Donc, ça reste complexe. On ne peut pas juste dire que les enseignants contribuent à la médicalisation juste parce qu'elles veulent gérer leur classe puis que ce soit simple. Ça, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Donc, au final, je conclus dans quelques minutes. Donc, au final, mon étude apportait principalement sur le rôle de l'école dans le processus de médicalisation, mais en écoutant les enseignants, en sondant les parents et les professionnels de la santé, puis aussi en faisant la comparaison avec la Belgique, ce que je me rends compte, c'est que oui, l'école joue un rôle, là, mais ce n'est pas le seul acteur impliqué. Le phénomène qu'on observe actuellement en lien avec la médicalisation qui est associée au TDAH, ça, c'est un problème de société. On y contribue tous. L'école y contribue, les professionnels de la santé y contribuent aussi, les parents y contribuent aussi. Puis, nos valeurs de performance, nos valeurs d'atteindre, notre désir d'atteindre le plein potentiel et tout, bien, ça vient quand même jouer là, dans la situation qu'on observe. Bon, j'ai plusieurs prochaines étapes. Je voulais quand même vous laisser sur une petite ouverture. Moi, je m'intéresse beaucoup là, maintenant à la place que les enfants prennent dans le processus de médicalisation parce qu'on les voit souvent comme victimes. Puis même moi, quand je le présente, je dis souvent que la médicalisation dans l'enfance, c'est le regard des adultes sur les enfants, mais comment est-ce que les enfants réagissent à ce regard-là? Comment est-ce que les enfants font sens de leur expérience de médicalisation? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qui résiste à cette médicalisation-là, parce que les enseignants, ce n'est pas un bloc homogène. Il y a des enseignants qui résistent, il y a des enseignants qui jamais ne vont penser TDAH avec des comportements des enfants. Il y a aussi des médecins qui vont décider de résister en refusant de prescrire, en refusant de poser un diagnostic. Et il y a aussi des parents qui résistent. Depuis le début que j'ai commencé à travailler sur mon projet, j'ai reçu plein de courriels, plein de témoignages de parents qui me disent qu'ils résistent à la pression qui est faite par l'école pour médicaliser leur enfant. Puis là, je m'enligne là, vers un projet sur qui résiste à la médicalisation du point de vue des parents, donc pour essayer d'aller mieux comprendre ce phénomène-là. Donc, si ça vous a intéressé, à l'heure actuelle, je suis en train de faire un projet de Living Lab avec mes résultats de recherche. Donc, Living Lab, c'est un projet de recherche participatif dans lequel on essaie d'identifier des outils qui pourraient aider les gens à l'école à diminuer un petit peu leurs actions en lien avec la médicalisation. Puis, bon, c'est pas fini, les outils ils seront construits dans les prochains mois, mais pour l'instant, on a fait une première infographie. Donc, ça résume peut-être un petit peu ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est une belle infographie qui est disponible gratuitement sur le site de l'IUJD et sur le site de la chaire visage aussi sur
à laquelle je participe. Donc, si vous allez sur ces 2 sites-là, vous allez pouvoir les voir. Puis, en étant aussi sur ces sites-là, là, que ce soit le Facebook de l'IUJD ou le Facebook de Visage, vous allez pouvoir aussi être tenu au courant, disons, des publications qui vont sortir, puis des outils aussi qu'on espère créer d'ici le début de l'été là, pour essayer d'utiliser les résultats de recherche pour conscientiser peut-être les acteurs scolaires là, à ce qui se passe en lien avec le TDAH. Donc, voilà, moi, je vous dis un grand merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse courriel est ici. Puis, je voulais dire aussi que j'ai plusieurs publications scientifiques. Là. J'ai la liste ici, là, fait qu'on en a 5, 6 pour l'instant. Si vous voulez les voir, vous pouvez aller voir sur mon portfolio de l'UQAC, mais c'est qu'ils sont tous en révision à l'heure actuelle, fait qu'ils ne sont pas encore publiés. J'ai vraiment hâte que ce soit publié, mais pour l'instant, il faut être patient, puis ça devrait sortir dans les prochains mois. Donc, en allant sur le site de l'IUJD ou Visage, vous aurez accès aux publications qui vont sortir prochainement. Donc, j'ai respecté mon temps. Je vous remercie énormément pour votre écoute, puis j'ai hâte d'entendre vos questions.